Pla benguts, egunon ongi etorri deneri. Bonjour à tous et merci d'être venus. On a pris un petit peu de retard, désolé. C'est le café, vraisemblablement, qui prend un peu le pas sur tout ça et c'est normal. Et les gens en dehors des salles se rencontrent et c'est nécessaire. On a un sujet un peu difficile, à vrai dire. En tout cas, un exercice un peu difficile, dans la mesure où, sur ce sujet du rôle de la médiation culturelle dans la transmission et la socialisation des langues et cultures régionales, on a trois intervenants qui sont vraiment très différents. On a d'un côté Vincenz avec l'OPLO, l'Office public de la langue occitane, Maïka Laborde pour la CAPB sur le service médiation jeunesse et Joigné pour Etchebest pour l'Institut culturel basque. Ils ont des interventions très différentes sur la médiation, donc on va faire un petit rétropétalage pour essayer de cadrer les choses et ensuite on leur donnera la parole. Alors, déjà dans le titre, bon, je mets un peu les pieds dans le plat, je ne sais pas si c'est vraiment très nécessaire, mais ici on parle plus de langue historique, voilà, si ça va pour tout le monde. Voilà, voilà. Et ensuite, on va parler un petit peu du contexte pour les Euskara et l'Occitan gascon. On a des études qui ont été produites il y a quelques temps. Donc pour les Euskara, une étude sociolinguistique du mois de mars de l'année dernière. Donc le territoire qui était étudié, c'était les communes de l'agglomération, qui sont 158 communes. Bon, je vous laisse lire, hein, je pense que c'est plus simple. Alors il y a des concepts qui ne sont pas toujours évidents à saisir éventuellement. Qu'est-ce qu'on entend par bascophone réceptif? Et vous allez voir la même chose sur la slide suivante sur l'occitan gascon. Qu'est-ce qu'on entend par occitano-imprégné? Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que sur le territoire de l'agglomération, en gros, on a une majorité de communes qui sont bascophones, et une petite partie du territoire, donc le Bas-Adour, ou la partie qu'on appelle Charnègue, qui est plus gasconophone, et des fois aussi bascophone. Ce qu'on peut retenir essentiellement, c'est que la transmission, à ce jour, elle se fait plus à l'école qu'au niveau familial. Donc l'enjeu, c'est que l'usage de ces langues puisse aller dans l'espace social, qu'on puisse le normaliser, accroître le nombre de locuteurs actifs. Alors, les intervenants, je les ai présentés très rapidement, mais on peut rentrer un peu plus précisément. Donc Joigné, il est directeur de l'Institut culturel basque depuis 2021, mais il a été aussi professeur des écoles, chargé de mission à IDB, donc la Fédération de danse basque, et aussi chorégraphe, danseur, musicien. Voilà, il faut le dire, parce que c'est ça notre territoire. On a des professionnels qui sont aussi qui ont plusieurs casquettes. C'est mon cas, c'est son cas, et je suppose que c'est ton cas aussi. Ça a été le cas, voilà. Donc Maïka est responsable du service médiation jeunesse à l'agglomération Pays Basque. En fait, pour situer très rapidement, tu montes à peu près avec ton équipe entre 87 et 100 projets 2AC. Et aussi une programmation jeune public qui est liée, et avec des résidences aussi de création. Et enfin, Vincenz, donc toi tu es chargé de développement à l'OPLO depuis récemment, en fait, depuis mai, voilà. Et tu as été, ou tu es toujours, c'est ça, je ne l'ai pas clair? Tu as été, voilà, donc cofondateur, président du collectif Saï, cofondateur du Carnaval Biernes, pas cofondateur. Coprésident. Coprésident, pardon. Et directeur de l'association de préfiguration de la Ciutat. Et là, oui, j'ai été. Et ça s'est passé, ok. Puisque la Ciutat marche aujourd'hui. Voilà. Et donc, un petit retour aussi sur une définition de la médiation culturelle. L'ensemble des actions visant à mettre en relation des gens, un public, des participants avec une œuvre artistique. Bon, évidemment, la médiation vue depuis l'OPLO ou vue depuis l'Institut culturel ou vue depuis la CAPB, en tout cas dans le service médiation jeunesse, ça prend une dimension qui est tout à fait différente. Donc on va parler de ça. Voilà, de quelle médiation on parle? Maïka, si tu veux bien démarrer, toi, si ça te convient,
En gros, la médiation culturelle depuis la CAPB, de quoi il s'agit, quel est l'angle que l'on a. Donc, le projet à destination de l'enfance de la CAPB s'articule autour de 3 axes, vraiment, donc la création, la diffusion et l'action culturelle. C'est par le biais de l'action culturelle qu'on participe à la transmission et à la sociabilisation de la culture et de la langue basque, puisque notre projet s'adresse aux enfants de 3 à 10 ans et en grande majorité en temps scolaire, et en lien avec une saison de spectacles. On va développer des actions culturelles telles que des formations à destination des enseignants, des rencontres en classe, mais également des parcours d'éducation artistique et culturelle, ce que Thierry tout à l'heure disait l'EAC. Rapidement, l'éducation artistique et culturelle, ce sont des projets sur lesquels, sur un temps long, on permet à des jeunes d'avoir l'opportunité de découvrir des œuvres, de pratiquer une discipline artistique et de faire vivre et d'avoir une approche un peu réflexive sur tout ça tout le long du projet. Donc nous, on est vraiment plutôt axé sur le spectacle vivant, donc une sensibilisation aux arts vivants. Et donc, par exemple, nous, notre objectif premier est la sensibilisation aux arts vivants, mais c'est un moyen pour développer des projets en euskara ou en lien avec la culture basque. Par exemple, pour illustrer un petit peu tout ça, on va créer des projets qui sont en lien avec une œuvre de notre saison. L'œuvre de la saison fera partie du projet autour duquel se tissera le projet, mais ce projet sera le prétexte aussi pour aller voir une autre œuvre. Par exemple, nous avons un spectacle qui traite de la thématique de l'océan et de la mer, donc des élèves vont venir voir ce spectacle-là et en même temps aller visiter à Albaola la reproduction d'un bateau traditionnel qui avait été réalisé dans le cadre de Donosti, capitale européenne de la culture. Donc on arrive à raccrocher comme ça dans nos projets des éléments liés à la culture du territoire. Donc juste en quelques chiffres plus par rapport à la langue basque qu'à la culture basque, sur les 87 projets que l'on monte cette année, il y en a à peu près environ 50% qui se font en euskara. Voilà, donc on a 42 projets en euskara, 23 en élémentaire et 19 en maternelle. Ok. Et pour l'OPLO, alors là on change de... Là, on est dans quelque chose de très opérationnel. On va changer de manière de concevoir ça. Si tu peux nous décrire un peu la stratégie de l'OPLO concernant la médiation. Voilà. Voilà, il y a une grosse différence entre nous, c'est que moi, l'OPLO est un opérateur linguistique. On part de la langue et on peut aller et on va forcément vers la culture. Donc, alors que vous faites sans doute l'inverse. La question de la médiation, elle est intéressante, elle est plus qu'intéressante, elle est fondamentale, parce que, en gros, la stratégie de l'OPLO, il y a marqué stratégie de transmission de la langue par la culture. Je me permettrai de préciser, en fait, je dirais plutôt la stratégie de développement de locuteurs actifs de la langue par la culture. Nous, le but du jeu, c'est de développer le nombre de locuteurs actifs. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire développer le nombre de locuteurs et développer des locuteurs, qu'ils deviennent activer des locuteurs. Pour cela, l'OPLO a 2 fonctions. La transmission, c'est-à-dire qu'on travaille avec l'État et les 2 régions et les collectivités pour créer des sections bilingues, on accompagne pour créer des offres d'enseignement immersifs, type Calandrette, vous connaissez ça avec l'équivalent des Castola. On travaille aussi pour créer des offres de formation pour adultes, voilà, qui remplace, entre guillemets, la transmission familiale en espérant qu'elle reviendra, cette transmission familiale. Si on veut développer une langue et la pratique, l'usage social de cette langue, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut rajouter de la sociabilisation. Il faut que l'occitan, ou le basque, je pense que c'est la même chose, soit un objet social, c'est-à-dire partagé dans une pratique sociale. Pour cela, il faut entendre la langue hors de l'école ou hors de l'espace de formation. Voilà. C'est tout bête. Mais on pourrait dire que c'est tout bête, mais dans la situation de nos langues, et bon, avec des situations différentes en fonction des langues, ça ne suffit pas de la montrer. Il faut aussi changer la représentation qu'on a de la langue en tant qu'objet social. Et là, pardon de faire le linguistique de service, mais on revient à l'idée qui a été développée pas mal, puisque je viens de Pau, je me permets de citer un Béarnais, par Pierre Bourdieu, c'est que en fait, quand 2 personnes parlent dans une langue, il y a 2 compétences qui sont en jeu.
il y a la compétence linguistique. Bon, voilà, il faut connaître la langue, etc. Et après, il y a la compétence sociale. C'est-à-dire qu'on peut très bien connaître toute la grammaire, toute la conjugaison d'une langue. Si on n'a pas cette compétence sociale, eh bien, on n'y arrive pas. Alors, il faisait même la réflexion sur... je suis tombé récemment sur une intervention qu'il faisait à l'EFE, donc c'était un organisme qui défend l'enseignement du français. Ouais. Et il expliquait à ses professeurs de français militants que la compétence sociale, pour parler un bon français, il faut se sentir le droit de parler français, le droit de faire des erreurs, le statut social, la situation, le fait, cette compétence sociale, elle est extrêmement plus complexe que finalement créer une école dans un village ou dans une ville. Et c'est ce qu'on peut appeler la socialisation. Et en cela, la médiation culturelle a un rôle hyper important dans la création de cette compétence sociale. Voilà, je m'arrête juste là. Et on en parlera plus dans le détail par la suite. Merci. Et du coup, joignez donc là encore notre angle de vue. Si tu peux nous expliquer un petit peu, pareil, la transmission de la culture basque, de votre stratégie. Alors, chez Egunon Deneri. Au niveau de l'Institut culturel, on a réécrit un nouveau projet il y a 2 ans de ça, pour 4 ans. Et on a remis la transmission de la culture basque au centre du projet. Avec un double constat. D'un côté, on a une culture qui est très riche, qui est programmée. On a plus de 200 associations culturelles, une programmation sur toute l'année avec des événements rituels, mais aussi des événements scéniques, de la littérature, etc. Bon, je passe rapidement. On a ça d'un côté et on a un décalage parce que de l'autre côté, on a sur le Pays Basque Nord, le Pays Basque de France, donc une population urbaine, une population rurale et une population urbaine qui n'a pas forcément accès à tout ça. On a aussi le constat de ces dernières années de pas mal de nouveaux arrivants qui viennent de toute la France, qui n'ont pas conscience de cette culture. Donc on est dans une situation où la culture basque, qui est très vivante, n'est pas connue des habitants de notre province, de notre région en fait. Voilà. Il y a un décalage aussi, on a des enfants qui sont scolarisés dans les filières bilingues. 47% des élèves aujourd'hui sont dans des classes bilingues. Mais avec des parents qui ne connaissent pas forcément la langue ou qui ne connaissent pas non plus la culture. Donc c'est le constat qu'on faisait là, c'est cette fameuse compétence linguistique qui est travaillée, mais la compétence sociale qui est manquante en fait pour les nouvelles générations. Voilà, donc ça c'est un peu le constat global qu'on fait. Et ensuite en matière de médiation culturelle, je fais un constat global. Globalement, la culture basque n'est pas identifiée dans ce qu'on appelle les dispositifs de médiation culturelle, les dispositifs EAC. La culture basque, une partie est reconnue, c'est celle qui est menée par des professionnels qui sont dans des processus de création, etc. Je pense à Bilaka, je pense à Shoot, qui, eux, ont véritablement une action culturelle par rapport à leur création. Mais on a tout un pendant de la culture basque qui est une culture amateur, populaire, qui est vécue sur les territoires, qu'on ne retrouve pas forcément dans la médiation directement, qu'on ne transmet pas par ces dispositifs de sensibilisation. Donc notre enjeu à nous, il est double. C'est d'un côté que cette culture soit aussi transmise à ces nouvelles générations, aux nouveaux arrivants, à ces personnes-là, et qu'elle soit aussi un outil pour donner du sens à l'apprentissage de l'eshkwara, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà. Donc nous, en tant qu'institut culturel, on veut être proactif dans cette dynamique-là, et on veut donc construire, ou je dirais co-construire des parcours de médiation, mais je vais lâcher le mot, c'est clé en main. Je sais que ça ne plaît pas beaucoup dans le monde de l'EAC, le clé en main. Par contre, j'ai dit co-construire. Donc, l'idée, c'est de proposer des projets clé en main, co-construits avec des artistes et des enseignants.
Voilà. J'y reviendrai peut-être après sur le pourquoi du clé en main et pourquoi, l'importance de préparer ou de construire des projets structurés quand on parle de transmission de la culture basque et surtout en langue basque ou en langue régionale, en langue qui n'est pas forcément maîtrisée par les locuteurs ou par les enfants, notamment dans les écoles. Ok, et donc pour complexifier un peu la chose à nouveau, on a identifié quelques questions thématiques. Donc l'échelle déjà d'intervention, puisque par exemple l'OPLO intervient sur 22 départements. Et ici on parle d'un tiers de département. Voilà. Donc déjà on est dans des échelles très différentes. Est-ce que par exemple tu peux réagir à ça? Oui, non, juste pour qu'on comprenne, donc oui, effectivement, l'OPLO, donc c'est une structure qui s'étend sur 2 régions, donc qui a 3 membres, l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Et son action couvre 22 départements. Et même on pourrait dire plus, puisque l'occitan est parlé en dehors de ces régions-là. Sous certaines conditions, on ne s'interdit pas à travailler dans des régions où l'occitan parle, puisque nous avons l'État. Donc, est tout à fait légitime. Voilà, en Provence, on parle occitan, ou en Auvergne-Rhône-Alpes, on parle occitan. Ça implique une façon de fonctionner un peu particulière, en tout cas différente, toujours en s'articulant entre transmission et sociabilisation. Alors, nous, on est à l'orée d'un nouveau projet de l'OPLO. Hein, voilà, on a un nouveau directeur je dis on, mais moi, j'y étais même pas. Donc, il y a un nouveau projet qui est travaillé depuis 2 ans qui tend vers le fait que l'OPLO abandonne une partie des fonctions qu'il avait, c'est-à-dire que, un peu sur le modèle de l'OPLB, l'OPLO travaillait à la transmission, à la création des écoles, et ensuite, tout ce qui était sociabilisation travaillait à la redistribution de subventions à des opérateurs régionaux et interrégionaux. L'idée, c'est d'abandonner cette question-là, c'est que les régions récupèrent leur souveraineté dans le subventionnement de ces structures, surtout régionales, et que l'OPLO soit une agence de développement. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous chargés de développement et répartis sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'il y a un agent de développement pour à peu près 3 ou 4 départements traités des 22 départements. Voilà. Chacun a une thématique un peu particulière et je salue Maude Puech, ma collègue, qui vérifie si je ne dis pas de bêtises, mais qui pourrait intervenir plus précisément que moi, puisque Maude est donc chargée de développement pour la zone ici, là on est en plein milieu, hein, donc on est sur Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde et Dordogne. Voilà. Et en plus, sur les questions d'enseignement, c'est une de ses thématiques et elle a un gros vécu sur les questions de AC et de médiation. Donc, toujours transmission, sociabilisation, mais l'échelle géographique, les moyens affectés et même l'impératif d'efficacité oblige pour l'OPLO à être une agence de développement de coopération. On ne peut pas mener une action tout seul. On est obligé de mener une action avec les gens qui sont sur le territoire et avec des opérateurs interrégionaux qui traitent de ces thématiques-là. Et une des premières fonctions de l'OPLO en termes de coopération, c'est faire circuler, faire connaître les réussites et les échecs, pour voir qu'est-ce qui marche, et là, dans ce cas précis, qu'est-ce qui marche en médiation culturelle ou pas. Donc c'est une agence de développement, et sur une échelle assez grande, mais où l'idée, c'est quand même d'aller sur des foyers, et ensuite de faire circuler ce qui s'est passé sur ces foyers ailleurs. Voilà, pour résumer rapidement. Merci. Du coup, Joignet, tu peux parler un petit peu de quelque chose de plus restreint, enfin, en tout cas en termes d'échelle d'intervention, mais qui a quand même des enjeux importants, quoi. Oui, au niveau de l'échelle, nous, voilà, on intervient sur le Pays Basque Nord, essentiellement. Donc on est... voilà. Et dans notre projet, dans notre stratégie de transmission, on veut travailler avec le public scolaire en priorité. Voilà. La deuxième étape, ce sera de travailler avec la formation adulte. Donc on commence déjà à travailler sur des projets de ce type, notamment sur les formations des agents de la CAPB. Il y a plusieurs modules qui sont développés par les services Escuara de la CAPB, dans lesquels on intervient justement, sensibilisation à l'Escuara,
et donc associé à la culture. On va travailler aussi avec les adultes en formation en AEK. On va monter des projets de ce type. L'idée, c'est plutôt d'identifier des publics dits captifs pour être efficace en fait dans notre action et pas penser grand public déjà. Une autre échelle, c'est on travaille là, on va commencer à travailler avec le Pays Basque Sud. On est dans un dispositif POCTEFA, HESI. Et justement, on va développer des parcours pédagogiques à la fois en parallèle ici et en Euskadi. Donc c'est expérimental et c'est à petite échelle pour l'instant. Mais l'idée, c'est de mettre en parallèle ça et de pouvoir comparer et mettre en relation aussi les jeunes d'un côté et de l'autre de la frontière. Voilà pour l'échelle. Du coup, Maïka... Nous, c'est assez simple dans la mesure où on est sur le territoire de la CAPB, donc les 158 communes qui composent le territoire. Donc on développe des projets d'Andaille à Moléon sur des territoires à la fois urbains et très ruraux. Ok. Et alors, bon, on voit des échelles différentes et on a identifié clairement voilà, une question sur la ressource, dans le sens où, voilà, quand, par exemple, toi, tu cherches des intervenants en euskara ou en occitan sur le territoire, il y a des difficultés que tu rencontres, si tu pourrais témoigner là-dessus. Mais avant même de trouver les intervenants, il y a aussi la question des œuvres, parce que pour nous aussi, c'est une ressource dont on a besoin. Dans notre saison de spectacle, on essaye d'avoir à minima 3 spectacles en euskara, 3 ou 4, et c'est autour de ces spectacles-là qu'ensuite s'appuiera l'action culturelle. Donc il y a d'abord cette problématique-là de la création à destination de l'enfance en euskara. Donc c'est un premier obstacle. Pour y remédier, la CAPB permet à des compagnies de venir en création et de financer ces temps de création. Donc ça a été une solution pour faciliter la création d'œuvres en euskara. Ensuite, nous on part vraiment sur le principe de la co-construction des projets EAC, justement pas du clé en main. Donc on reçoit les intentions des enseignants sur les projets qu'ils souhaitent monter, et à partir de là se tricote quelque chose. Et donc en fonction des œuvres, des thématiques ou des disciplines de la saison, on doit trouver des intervenants. Donc il y a des années où c'est plus compliqué que d'autres. Cette année par exemple, on travaille avec 26 artistes différents, euskaldun, donc bascophone, que ça soit en art plastique ou en art visuel ou en spectacle vivant. Voilà. Et par rapport à la formation, par contre, nous, ce qui nous intéresse, l'enjeu pour nous d'abord du service de médiation, c'est de former des artistes bascophones à la médiation. Il y a aussi la question de la professionnalisation des artistes et des compagnies euskaldun et bascophone. Ça, c'est aussi pris en compte par la CAPB, mais nous, notre vocation première, c'est plutôt d'accompagner les artistes bascophones à être auprès de groupes d'enfants, de les amener. C'est quelque chose ça s'apprend, faire de la médiation. Donc comment on les amène à gérer un groupe, à appréhender un groupe, à mettre les enfants en position de créer quelque chose. Enfin, tout ça, c'est quelque chose aussi qui se transmet. Alors sur la question des ressources, on rencontre les mêmes soucis, sauf qu'on n'a peut-être pas un foyer, une capacité de... On trouve certains territoires où il y a une capacité de production face à un manque. Hein. On peut parler du travail qui a été fait pendant un certain moment en Béarn, à travers notamment le travail du CAPOC avec le conseil départemental de création de spectacles. On a certaines troupes, mais pas dans cette échelle. On peut parler de ce que fait par exemple le théâtre interrégional occitan à Montpellier, ou le théâtre des origines à Pézenas, voilà, qui répondent à une commande, hein, mais on a quand même on a des opérateurs qui peuvent les accompagner en termes de ressources, qui peuvent aussi accompagner des structures, des artistes qui veulent se lancer dans cette matière culturelle ou linguistique
sans avoir la compétence linguistique, que ce soit le CIRDOC, ça c'est possible. Mais tout ça n'est pas encore structuré et par petits bouts. Voilà, l'idée c'est que toutes les réussites et les échecs ne sont pas encore répertoriés pour faire système, et encore moins au niveau interrégional. Malgré tout, et peut-être qu'on le précisera dans la dernière partie, une fois qu'on aura vu qu'est-ce qu'on entend par médiation, il y a un enjeu de formation, effectivement, de professionnalisation, de sécurisation aussi, parce que des médiateurs, et vraiment, sans rentrer dans le détail, il y a une véritable difficulté. C'est-à-dire qu'on a un public d'intermittents, par exemple, qui pourrait être intéressé par la médiation, mais pour financer des formations linguistiques, eh bien, en fait, la question de la formation linguistique n'est pas forcément répertoriée dans leurs OPCO. Donc, premier problème. En ce qui concerne ceux qui seraient des médiateurs type agent public, la compétence linguistique n'est pas forcément répertoriée dans les catalogues de formation. Et enfin, je me permets ça parce que la médiation est vraiment un travail très particulier, même si c'est le cas, si on est dans une logique de formation professionnelle, certes il faut la langue, mais il faut la compétence langue, mais il faut aussi la compétence métier, et il faut la jonction entre les deux. On n'a pas forcément besoin, pourtant je suis prof d'occitan au départ, on n'a pas forcément besoin d'une licence d'occitan pour être médiateur d'une licence 3. Pourquoi ? Parce que moi, je trouve ça extrêmement intéressant, mais pour avoir une licence d'occitan, une licence 3, il faut avoir une culture écrite qui n'est pas forcément la plus utile dans le cadre de la médiation. Il y a des compétences de savoir-être qui sont encore plus importantes pour faire vivre la langue et la transmettre. Voilà. On enchaîne sur l'autre point, ressources formation. Et alors, je rejoins mes collègues, la formation d'artistes en langue et à la médiation, très important. Et je pense que je dirais que c'est là qu'on parle, nous, de projet clé en main. C'est qu'on a pas mal d'artistes, et là, je vois le chiffre 26 artistes, tu vois, c'est très intéressant de savoir qu'il y en a 26 qui sont capables de mener des projets EAC. Après, c'est comment, voilà, on les fait intervenir, mais au niveau qualitatif et au niveau pédagogique, quel niveau ils ont. Et je pense qu'il y a un travail de formation à mener. Et là, on est prêt à vous accompagner là-dedans, sur ce volet-là. Justement parce que, ce que je disais tout à l'heure, on ne mène pas des projets de médiation à des enfants qui connaissent la langue. On mène souvent des projets de médiation à des enfants qui sont en train d'apprendre la langue. Donc il y a tout un travail, il y a déjà une posture différente à avoir. Et je pense qu'il y a aussi un travail en amont aussi de préparation. Et c'est là l'idée du clé en main. C'est que quand un artiste va venir dans la classe, si l'intervention a été préparée en amont, s'il y a eu un travail sur le vocabulaire, sur la thématique, sur tout ça, donc avec de la documentation, des documents pédagogiques, avec un travail sur l'artiste qui va venir, sur son univers, etc. Ça facilitera l'intervention de cet artiste-là ou de cet intervenant-là. Voilà, c'est en ça qu'on réfléchit clairement, donc avec une préparation en amont, par exemple. Voilà, donc la ressource, elle est existante, donc ça c'est très bien. Donc il faudra qu'on en rediscute. Et donc pour nous, au niveau de la ressource, c'est aussi cette ressource documentaire. Nous, on travaille avec le centre documentaire ICACH pour justement créer des contenus qui pourront alimenter ça. Et au niveau des œuvres aussi, des œuvres à identifier, tu disais, et la posture de la CAPB, je la comprends, c'est qu'elle travaille d'abord sur la création avec des artistes professionnels qui seront la base des projets EAC, mais ici il existe aussi d'autres types d'œuvres, des œuvres du spectacle vivant mais populaire, donc tout ce qui est carnaval, rituel, tout ce qui est pastoral, cavalcade, ou ce type de support qui existe, et des artistes qui n'ont pas forcément d'actualité, mais qui sont pas forcément identifiés comme professionnels. Je pense à des musiciens, à des chanteurs qui ont
qui ont tout un bagage culturel à transmettre aussi. Et c'est cela aussi qu'on veut mettre là, dans ces parcours-là, parce qu'ils racontent notre culture dans sa globalité. Voilà. Ok, du coup, tu l'as abordé un petit peu en fonction des publics qu'on a en face. Quelle médiation en fait, quelle médiation on met en place. Quelle est l'œuvre que tu veux transmettre, certes, mais quelle capacité ont les transmettants, j'ai envie de dire, les médiateurs, à transmettre en fonction de, voilà, est-ce qu'on a un locuteur, quelqu'un qui n'est pas locuteur, quelqu'un qui comprend la culture ou qui en saisit à peu près l'essence, ou quelqu'un qui voit ça de très loin. Est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu là-dessus? Je sais pas à qui tu veux démarrer, Maïka, éventuellement, ou toi? Ouais, très bien. En t'écoutant, Johannes, juste petite préambule. En fait, souvent on se plaint en fait quand on voit la situation de nos langues, et on a raison. Et on voit des évolutions qui sont pas bonnes, et on essaie de se battre contre ces évolutions. Malgré tout, il y a une évolution qui est hyper profitable. La question de la médiation culturelle, c'est un concept au départ inventé dans les musées. Voilà. En gros, les gens n'allaient pas au musée, ou si on les traînait dans les musées, ils ne comprenaient rien au tableau qu'il y avait devant. Donc on s'est dit, il faut qu'on mette un mec au milieu pour donner la possibilité à ces gens-là de se sentir à l'aise dans ce musée et de comprendre quelque chose à ce qui est en face. C'est-à-dire que la question de la médiation culturelle, au départ, elle est inventée pour la culture dite savante, institutionnelle. Il y a une révolution qui est en place et qui est liée aussi à l'évolution dans les droits culturels, la reconnaissance du PCI à l'UNESCO en 2003, etc. De se dire qu'il n'y a pas que les tableaux ou ce qu'on considère comme les arts avec un grand A, fait avec des artistes avec des grands A, qui peuvent être assez dignes de médiation. Et tout ce qu'on appelle culture populaire, tout ce qu'on appelle patrimoine culturel immatériel, ce spectacle vivant-là peut être un objet de médiation. Et là, à ce moment-là, on fait un travail de démocratie culturelle, c'est-à-dire qu'on amène une population à découvrir la culture et on l'élève. En cela, c'est démocratique. Et on fait un travail de démocratisation culturelle, c'est-à-dire qu'on prend un objet qui n'était pas considéré comme digne de culture, du grand mot culture, et on élève aussi cette culture et du coup les gens qui l'apportent. Pardon de cette petite écartade, mais c'est une fabuleuse opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction des besoins qu'on a en médiation, on peut trouver également plein de médiateurs différents. C'est-à-dire que les médiateurs dont on a besoin, ça peut être des artistes, au sens avec le grand A, et ça peut être aussi ce qu'on appelle les artistes amateurs, des pratiquants, mais moi je les mets dans la même catégorie en niveau esthétique, mais en gros, c'est Matteo Baudouin, un chanteur de Artus, du groupe Artus, qui disait « Je suis un artiste professionnel, ça ne veut pas dire que je joue bien, ça veut juste dire que j'en vis. » Donc j'adore le reprendre pour dire que moi je ne fais pas de différence entre ces différents artistes. Mais malgré tout, ça veut dire qu'on a des réservoirs de médiateurs qui peuvent porter et amener un contenu culturel et linguistique, et souvent ils sont pétris de langue aussi, à des gens à qui ils font de la médiation. Donc je m'arrête là et je vais le connecter avec la question des publics. Nous, on a, en tout cas, dans l'enjeu de sociabilisation linguistique, on a plusieurs publics, mais il ne faut pas en exclure un plutôt que l'autre. La compétence sociale, dont on parle, qui va avec la compétence linguistique, cette compétence sociale, même les gens qui savent parler l'occitan n'ont pas forcément cette compétence sociale. Moi, j'ai une grand-mère qui n'a jamais eu cette compétence sociale. C'est-à-dire qu'elle parlait parfaitement gascon, elle était incapable de parler gascon avec quelqu'un d'autre que quelqu'un de sa famille ou de son cercle proche. Donc, cette compétence, si sociabilisation il doit y avoir sociabilisation vis-à-vis des non-locuteurs qui ne parlent pas du tout, et la médiation culturelle peut être un moyen de leur faire découvrir cette langue, de leur faire découvrir que c'est une langue, de leur donner 2-3 éléments et leur donner envie
d'accéder à ce trésor qui est invisible et pourtant présent sur le territoire dans lequel il vit. Ça, les non-locuteurs, c'est une cible. On a ce qu'on appelle les occitano-imprégnés. Les occitano-imprégnés, c'est ceux qui sont capables de comprendre une conversation simple, mais qui ne sont pas forcément producteurs, qui ne sont pas forcément locuteurs. Ça, c'est une autre cible. Et eux, on peut leur amener une connaissance, mais on peut surtout leur amener une compétence sociale. C'est-à-dire leur dire qu'il est possible de parler d'art contemporain en occitan. Il est possible de parler architecture en patois. Voilà. Renverser la représentation. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui peut être un frein considérable, l'absence de cette compétence sociale dans le fait de parler ou de ne pas parler. Et enfin, on a des locuteurs qui sont formés, on a beaucoup parlé d'eux, où il faut qu'on leur donne un espace d'expression et d'écoute de la langue en dehors du cadre de l'école. Et qui se disent, cette langue, elle est vivante, elle est dans le cadre de l'école, elle est sur les panneaux, mais un artiste peut parler cette langue, un scientifique peut parler cette langue, etc., etc. En fonction de ces cibles-là, il nous faut des médiateurs, mais avec des techniques de médiation différentes. C'est-à-dire qu'il faut, aux non-locuteurs, il faut être capable d'utiliser la langue, pas de façon juste d'affichage, mais vraiment intégrer dans une médiation pour qu'ils repartent avec un peu de langue. L'occitano imprégné, c'est presque de la médiation presque psychanalytique, quoi. Il faut avoir une posture qui permet de décoincer celui qui n'a pas la compétence sociale. Et sur le locuteur formé, il faut un médiateur qui soit capable de parler parfaitement la langue, mais d'être un véritable médiateur. Parce que si on n'a pas ces deux compétences linguistiques et métiers à chaque fois, eh bien on y perd, ou sinon on a un effet beaucoup moins puissant que ce qu'on aurait pu espérer. Pardon d'être un peu long, mais je voulais développer un peu l'idée. Non, c'était pour répondre à ta question. Oui, la médiation, la définition de la médiation est très vaste, mais c'est vrai qu'en général, elle s'adapte de fait au public et à l'œuvre autour duquel elle développe des projets. Pour moi, c'est la base de la médiation. Nous, au niveau du public cible, il est politiquement identifié étant le 3-10 ans. Donc c'est vrai que nous, la majorité de nos actions vont s'orienter avec ces publics-là. Par contre, ce que tu disais, ce qui était assez intéressant, c'est que nous, on va avoir beaucoup de projets en euskara ou en basque en lien avec des œuvres de la saison qui sont en basque ou sans parole aussi, parce qu'on aime bien aussi proposer des œuvres sans parole qui rentrent dans ces parcours-là, et ça permet justement d'être un peu dans une traduction des intentions artistiques en basque. Par contre, ce que je constate, c'est qu'on n'a pas de projet en français où sont intégrés des éléments de culture de leur territoire, en fait, de la culture basque. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. Deux choses. Je pense que la première, c'est que quand on parle de médiation culturelle, et en euskara ou en occitan, il y a cette médiation à la culture, à donner accès à l'œuvre, etc. Mais notre enjeu, il est double, en fait, c'est qu'il va au-delà. C'est qu'on est en train d'essayer de former des locuteurs actifs, c'est-à-dire qui donnent du sens à l'euskara. Donc, cette dimension linguistique, elle rentre en plus dans le projet de médiation. Sur les 12 heures, il faut qu'on donne du sens à la langue. Donc il faut du sens à la langue, qu'on prenne du plaisir avec la langue, que ce soit plus une langue scolaire qui sert à apprendre les maths, en fait, pour caricaturer un peu. Donc il y a vraiment un enjeu spécifique quand on fait de la médiation culturelle en langue occitane ou en euskara. Donc d'où l'idée, j'y reviens, désolé, mais l'idée de ce clairement de parcours qu'on modéliserait pour les rendre plus efficaces, en fait, pour qu'à la fin, en fait, il y ait cette compétence sociale par rapport à la langue qui soit acquise, en fait. Voilà. On a cet objet au-delà de l'accessibilité à la culture et de l'ouverture culturelle, je dirais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je l'ai oublié. C'est pas très grave parce que je vais juste rebondir sur ce que si tu retrouves. Oui, donner accès à la culture basque aux non-bascophones. Ça, c'est le deuxième point.
L'idée de créer ces parcours, c'est de les créer en escuela parce que c'est plus compliqué, mais de les décliner de façon systématique pour des classes en français. Moi, je l'ai eu fait quand je faisais partie de la fédération de danse basque. J'initiais au carnaval, c'était autour du film Danza. Voilà. On partait de ça et on initiait au carnaval du Pays basque. Et je l'ai fait dans des classes bilingues, dans des classes en ikastola et dans des classes en français uniquement. Et là où ça marchait le mieux, je dirais, c'est quand c'était en français, parce que justement, le médium de la langue, en fait, il était très, très fluide. Voilà, je leur parlais en français, ils comprenaient de suite. Quand on rajoute la dimension linguistique sur des apprenants, là, on rajoute une difficulté. Et là, le besoin de construire vraiment ces parcours de façon plus efficace et plus efficace. Bon, on a beaucoup parlé et on a envie de vous entendre. Donc, j'ai ce micro, je viens à vous, si quelqu'un veut... Donc du coup, c'est vrai que vous avez beaucoup parlé de théorie, mais finalement, on n'a pas entendu beaucoup d'exemples sur des projets EAC développés pour des scolaires. Donc moi, j'ai commencé il y a une petite dizaine d'années avec la DRAC, avec la DAC qui est le côté éducation nationale pour développer les projets EAC, et avec l'ICB et le côté occitan qui s'appelle l'INOC. Et toutes ces questions de projets clés en main, de médiation en langue, est-ce qu'on fait tout en langue, est-ce qu'on fait en bilingue, est-ce que finalement on s'adresse qu'à des enfants qui ne sont pas scolarisés en langue régionale, toutes ces questions on se les est posées. Et on a à peu près tout testé. Voilà. Donc on l'a fait pendant quelques années. Donc le programme Culture Connectée pour les Basques, ça a été une application de géocaching sur quelques comptes qui a beaucoup fonctionné, qui s'est arrêté mais qui avait beaucoup fonctionné. Et côté occitan, on avait développé une plateforme avec un petit jeu en ligne pour tester ses connaissances en culture occitane populaire, puisqu'on travaillait uniquement sur du patrimoine culturel immatériel. Donc finalement, tout était important, c'est-à-dire que la demande, elle est forte. Il y a une vraie demande par rapport à ces projets EAC et la médiation. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit en basque ou en occitan. Et tous les publics aussi, c'est-à-dire que le public de 3 ans de maternelle jusqu'à un public de lycéens. Tous les enseignants, tous les publics sont importants. Donc, quand on conçoit un projet EAC, qui soit clé en main ou pas d'ailleurs, on s'adresse à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire si on part sur du spectacle vivant, un même spectacle devrait pouvoir s'adapter à tous les publics. Alors, pas forcément, un public, jeune public, on va dire maternel, mais par contre, un même public qui soit locuteur, non locuteur ou en cours d'apprentissage. Et par contre, ça demande un vrai travail côté artistique de médiation, parce qu'on ne s'adresse pas, vous l'avez dit, lorsqu'on s'adresse qu'en langue régionale, on rajoute une difficulté. Alors que finalement, si on est sur une médiation plus bilingue ou en français, on enlève ce côté difficulté linguistique. Mais que certains enseignants vont chercher. Il y a des enseignants de langue régionale qui ne cherchent que de la médiation en langue régionale. Donc il faut aussi pouvoir répondre à leurs attentes. Voilà, juste... pour rappeler ça, il y a une forte demande, puisque, je ne sais pas, dans la salle, il y a peut-être des compagnies artistiques, il y a peut-être des médiateurs qui se posent la question de l'utilité d'une langue régionale. Il y a une attente, en tout cas côté enseignant, d'avoir cette possibilité-là. Bonjour, je suis complètement néophyte ce qui concerne les langues régionales. C'est depuis que j'habite en Aquitaine que je m'y suis intéressée. Vous avez parlé de médiation à plusieurs reprises, mais je ne crois pas avoir entendu le mot de transmission. Si, c'était au début peut-être. Alors excusez-moi, comme je suis arrivée avec 5 minutes de retard. C'est quelque chose voilà, parce que là je vois que vous êtes des organisations, tout ça, mais comment vous favorisez la transmission? Parce que j'ai compris que vous favorisiez la médiation avec des artistes, avec des médiateurs et autres. Mais je voulais savoir un peu comment vous vous y prenez. Alors, juste pour parler en termes sociolinguistiques, j'en ai parlé au tout début, mais en gros, pour développer le nombre de locuteurs, tout simplement, il y a 2 piliers. Il y a le premier, c'est la transmission,
et la deuxième, c'est la sociabilisation. Et on peut dire que la médiation culturelle a un rôle à jouer plutôt dans la sociabilisation. C'est une dominante. Voilà. Mais si on fait qu'un travail de transmission, c'est-à-dire des cours, des sections bilingues, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne en partie. On ne parle pas de ça. Alors, de quoi parlez-vous quand vous parlez de transmission? Je ne sais pas, moi je suis de culture kabyle. Nous, la transmission, on organise dans les villages, à plein d'endroits, à Alger, dans les capitales et tout ça régional, et encore en France aussi, on utilise tous les moyens artistiques à notre disposition pour transmettre. Par exemple, on va faire des recherches, parce que vous avez parlé de documentation tout à l'heure, j'attendais moi. Est-ce que vous travaillez avec des chercheurs qui vont aller chercher des choses qui à un moment donné se transmettaient de façon, nous on est une langue orale, donc voilà, je sais pas, parce que je suis anthropologue de base et à la base et je comprends pas très bien cette démarche-là. J'entends la langue, j'entends plein de choses, la médiation, puis je suis un peu perdu. Alors ça existe complètement pour les deux langues, mais on a même des structures qui sont conventionnées avec des ministères. Donc le CIRDOC, le Centre international de recherche et de documentation en occitan, qui est un peu notre bibliothèque François Mitterrand, si vous voulez, notre bibliothèque nationale, qui est sur 2 sites, à Pau et à Béziers, et qui a toute la partie livresque, on va dire, c'est toute notre mémoire livresque, mais également toute la partie patrimoine culturel et immatériel, donc ethnopole, donc de collectage en langue sur les pratiques culturelles, sur la pratique de la langue, etc. On a par ailleurs le Congrès permanent de la langue occitane, qui est l'équivalent de l'Académie, qui fait tout un travail de récupérer, en plus nous, c'est aussi le cas, mais la situation de l'occitan, c'est une langue qui a beaucoup de variantes, en tout cas. C'est pas une langue qui a été uniformisée. Donc il y a tout un travail de collectage là-dessus et de répertoire, etc. Mais puisqu'on parlait essentiellement de sociabilisation, ces outils, on les a plus ou moins, ils fonctionnent plus ou moins, en tout cas pour l'occitan, je vous laisserai parler pour le basque. Mais nous, la thématique de la table ronde traitait plus de l'étape après quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ça existe. Peut-être qu'on pourrait se dire qu'il y a une difficulté, vous en êtes la preuve, sur rendre accessibles ces ressources-là. D'un point de vue de la culture basque, pour moi, la médiation, c'est le premier pas vers la transmission. La médiation, c'est ce que je disais, on intervient auprès des publics captifs, entre guillemets, donc écoles, etc. On va donner goût, on va donner envie, en fait, par la médiation, de découvrir la culture basque. Et la culture basque, on ne la découvrira pas forcément à l'école, même si, parce qu'à l'école, il y a beaucoup de choses à apprendre et les programmes sont lourds. Mais ça montrait qu'il y a une vie culturelle en dehors de l'école. Et ça va passer par je pense aux groupes de danse, évidemment. On a 60 groupes de danse ici à Niparaldé qui sont répartis sur tout le territoire. Donc c'est donner envie de rentrer dans les groupes de danse ou participer à un événement, un rituel comme le carnaval, dans le théâtre, dans le chant, dans la musique. Enfin, c'est ensuite la deuxième étape, elle est là en fait. Et la médiation, pour moi, c'est un premier tremplin. Pour donner quelques exemples de EAC, moi, je reviens à l'époque où je faisais de l'EAC, entre guillemets, EAC, quand j'étais à la Fédération de danse basque. Voilà, la mascarade sous le Tine, donc à l'est de notre territoire. Je l'ai fait découvrir à des enfants de la côte, qui étaient dans une école privée à Anglette de la côte, qui avaient l'habitude plutôt d'aller en vacances, de prendre l'avion et d'aller de l'autre côté de l'Atlantique en avion et de jamais aller à l'intérieur. Donc on a pris les enfants, on a pris leurs parents et on les a amenés voir une mascarade pour la première fois de leur vie. Donc ils ont découvert ça. Voilà. Et ensuite on a monté avec eux, à partir de tout ce qu'ils ont vécu de cette expérience-là, avec un travail en amont. On a travaillé sur les danses, on a travaillé sur le théâtre, sur le chant, etc. Et ils ont monté leur mascarade dans l'école. Et de là, me sont venus des enfants ensuite, où est-ce que je peux apprendre à danser? Voilà. Et là, je me suis dit, ça y est, le pari est gagné. C'est que ces enfants-là, ils auront envie d'aller découvrir la culture basque. Et je précise, c'était une école unilingue.
Donc là, on a le pas de ces non-locuteurs qui vont vers la culture basque. C'est en ça que je trouve important la médiation et qu'elle soit bien préparée pour aller à l'étape suivante. Voilà. Et donc l'étape suivante, la transmission, ça se fait sur le terrain par les acteurs culturels de la transmission qui sont nombreux, voilà, et qu'il faut aussi aider par ailleurs. Moi, j'avais une question plutôt pour alors, je sais pas, la communauté, la CAPB. Moi, j'arrive d'Angoulême, donc je travaille à la direction de la culture de Grand Angoulême. Et je mène les projets d'éducation artistique et culturelle. Et la question était de savoir, est-ce une volonté, le public 3-10 ans, c'est politique, Oui, c'est politique en fait. C'est le projet culturel, la sensibilisation du jeune public, elle est ciblée sur le bloc communal et donc les élèves du primaire. D'accord. Voilà. Et c'est que en temps scolaire ou hors Non, temps j'ai dit scolaire majoritairement en temps scolaire, puisque la saison est à 80% en temps scolaire, mais on a aussi une saison familiale, ouverte aux familles, que ce soit le mercredi ou le dimanche. Ça représente 15% de notre programmation, oui. D'accord. Et pour l'instant, l'éducation artistique ne s'adresse qu'au temps scolaire. Nous, on fait avec un public de 3 mois à 25 ans, puisqu'on rentre dans le label 100% EAC, donc du coup, et ça a été une volonté politique pour le coup, d'aller au-delà. Et je trouve intéressant d'aller au-delà des publics de 10 ans, justement, par rapport à l'histoire, tous ces échanges linguistiques, parce que je pense que plus grand, on peut aussi apprendre, et étant comme Madame Néophyte sur les liens, les langages. Voilà. Quand on arrive chez vous, en fait, c'est vrai que c'est très imprégné, c'est très prégnant, mais du coup, quand on arrive de l'extérieur, c'est un peu compliqué quand même de tout comprendre. Et je trouve ça plutôt intéressant. Je trouve dommage de le... Voilà, c'est pas une critique, hein, mais je trouve dommage de le sanctuariser à un public type. Après, c'est toujours une histoire de financement. Enfin voilà, on tourne toujours en rond. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible, voilà, venant de l'extérieur comme ça? Qu'est-ce qui vous paraît bizarre? C'est toujours intéressant à entendre. Est-ce que, alors surtout je parle au niveau basque, parce que je sais que c'est nord et sud et tout ça, gascon, vous êtes plus, occitan, gascon, c'est plus, il y a plus en France, quoi. Mais est-ce que par exemple, sur ces territoires, malgré tout, il y a des gens qui ne historiquement, au niveau des origines familiales, est-ce que vous travaillez avec des publics francophones? Oui. Non, mais je vous pose cette question parce que, voilà, quoi. Si j'ai envie, voilà, quoi. Oui. Tout à fait. Par exemple, notre saison culturelle comporte des pièces de théâtre en français, des spectacles sans parole et des spectacles en basque. Et comme je le disais, il y a 87 projets, il y en a 42 en basque, donc les autres sont en français. Oui. En général, faire des projets en français n'est pas un problème. C'est plutôt de trouver des artistes pour mener des projets en basque qui était plus difficile. Ouais, vous pouvez essayer d'apprendre le basque. C'est pas le plus facile pour beaucoup, mais d'autres questions? Juste pour avoir une idée de l'écosystème, c'est qu'il y a moins de 20% de locuteurs à Anescola sur le Pays Basque Nord. Voilà, donc oui, on est en France et il y a moins de 20%, 18-19% de locuteurs à Anescola sur le Pays Basque Nord. Donc on est face à une langue qui est en train de disparaître. Le seuil est à 20%. D'où l'action que l'on mène spécifiquement par rapport à la langue et par rapport à la culture. Voilà, c'est je dirais, une discrimination positive qu'on veut mener pour que notre langue survive et que ce soit aussi une culture partagée, parce que sur le territoire, c'est une culture, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est une culture de partage, de collectif. C'est une culture, quand on parle d'événements comme les rituels, les carnavals, c'est des jeunes d'un village qui se mobilisent, tous les jeunes d'un village, et sans discrimination. Quand on parle de cavalcade, c'est tout un village qui se mobilise, bascophone, non bascophone, autochtones, entre guillemets, nouveaux arrivants. Tout le monde est invité à participer à ce type d'événement. C'est vraiment des lieux de vivre ensemble où la culture est une culture partagée. Nous, on travaille à l'Institut culturel sur la dimension de droit culturel dans cette culture basque. Voilà. Et c'est tout le contraire de l'entre-soi, en fait. C'est cette culture qui est une culture universelle, une culture partagée avant tout. Voilà.
mais qui doit être en même temps sauvé, parce qu'en voie de disparition. Voilà. Alors en fait, la culture, le spectacle dans le projet EAC, c'est presque une excuse ou un médium pour transmettre la langue en fait. Ce n'est pas le centre du projet en soi. Que ce soit le gascon ou le basque, puisque le but c'est de continuer à transmettre, alors soit des bases suivant le niveau que vous avez défini, mais soit des bases, soit de créer ce lien social pour pratiquer la langue, soit de le performer. Nous, en tout cas à notre niveau, je pense qu'il y a deux axes. Il y a celui de pratiquer, de faire vivre en langue basque, et il y a celui de faire vivre la culture par la langue basque ou pas, en fait. Moi, je le vois plutôt comme ça. Les deux, en fait, tu parlais des droits culturels, mais la déclaration des droits culturels qui est reconnue notamment dans la loi Le Nôtre pour la première fois dans la législation française, je crois que c'est 2015, merci, dissocie pas ces deux questions. C'est-à-dire que favoriser, faciliter l'émergence de créations et d'œuvres dans une langue historique comme le basque ou l'occitan, et en même temps favoriser l'éducation d'enfants qui ont cette langue, etc., c'est deux faces de la même pièce qui s'appelle les droits culturels. Et tout citoyen dans le monde, selon les droits culturels, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il a le droit, tout enfant, a le droit d'avoir une éducation dans sa langue, a le droit d'avoir accès aux œuvres dans sa langue, et aux œuvres qui ne sont pas dans sa langue non plus. Donc, en fait, dissocier ça, oui, nous, quand on fait des politiques publiques, on peut très bien les dissocier, de se dire, mais en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du naturel et qui pourrait pas aller... si on développe l'apprentissage du basque ou de l'occitan sans se poser la question de la création contemporaine, autant apprendre le latin, quoi. Je veux dire, le latin, il y a plein d'œuvres qui sont déjà prêtes, il y a 8 siècles de littérature. Je veux dire, la question d'une logique que patrimoniale, ça serait un canard boiteux. En tout cas, de mon point de vue. Pas grand-chose à compléter. Une langue sans culture, ça n'existe pas. Une culture sans langue non plus. Donc voilà, on a l'avantage d'avoir une culture qui est vivante, comme tu dis, une culture contemporaine. Et ça a l'air... Et cette dimension, découvrir aussi notre culture par une autre langue, c'est un signe d'ouverture aussi. Voilà, je disais 20% de locuteurs qui sont bilingues. Voilà, c'est une double culture en fait qu'on transmet là, sur notre territoire. Et on en a bien besoin de cette ouverture à une autre culture en ce moment. Du coup, j'en profite moi, pour faire une autre. Et la réalité, ici, c'est qu'on est plus quadrilingue que unilingue. Et c'est pas rien de le dire. Moi, du coup, je me pose une question par rapport à ce que vous avez dit, madame. C'est la place de l'histoire dans ces cultures-là. Moi, je suis venue ici parce que les problématiques que vous soulevez, ça concerne aussi les problématiques de mes langues qui sont le ch'ti et le créole de la Réunion. Et du coup, j'ai l'impression que c'est le manque de connaissance de notre histoire commune qui fait que, typiquement, quand on va à la Réunion, on n'a pas l'impression d'être en France, alors que, si, en fait. Et ça a un peu résonné dans ce que vous avez dit. C'était peut-être plus une remarque qu'une question, finalement. Si, la question, en fait, c'était peut-être la place de le côté historique des histoires régionales avec la grande histoire. Où est-ce que ça se place, quoi? Où est-ce qu'on se place là-dedans? Ça me fait penser à une chose. En fait, c'est la question de la norme. Et la norme est toujours une représentation. Il se trouve qu'on est dans un pays qui a une représentation, une image d'Épinal normale. Bon, voilà, un État, une nation, une langue, et qui rend anormale la question du bilinguisme, alors que c'est là, je parle en termes de chiffres, c'est la norme au niveau mondial. Il y a beaucoup plus de bilingues dans le monde que d'unilingues. La question de la norme unique en termes de... Voilà, il y a plusieurs... Effectivement, quand on voit ici, en plus, là, vous poussez le vice, ici, on est à la frontière, il y a 3 mots pour écrire « sortie ». Ça paraît bizarre, mais en fait, c'est une norme qui n'est pas si anormale, et même, il n'y a pas de problème. Je veux dire, d'en avoir plus,
c'est plus sympa quand même. Je veux dire, et en plus, le discours qui est tenu ici et que je tiens aussi, moi, je ne sais pas qui est dans la salle, on s'était posé la question des publics. Moi, la question on est en train de dire que cette histoire de médiation en langue, on a besoin de ressources et cette matière, elle est à disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas pour monter un projet de médiation en occitan. Il n'y a pas besoin d'être occitan depuis Gaston Phébus, quoi. Vous avez vu mon nom, moi je m'appelle Javaloyes. Ça vient, c'est pas du tout béarnais, ça vient de Djebel en arabe. Je suis le premier dans la famille à être né en France métropolitaine, en tout cas en France continentale. Et je parle occitan et je parle pas qu'occitan et c'est super cool, quoi. Je veux dire, cette norme-là de bilinguisme, de pluralité, en fait, effectivement, dans l'espace visuel de nos villes, on trouve ça bizarre à partir du moment où il y a 3 mots pour dire la même chose, pour dire sortie. Mais en fait, c'est une norme dans plein d'autres pays et dans beaucoup de cerveaux autour de la Terre. Bonjour, je suis Louise, on travaille toutes les trois avec mes collègues dans un centre culturel, une galerie d'art à Bayonne, et associative, oui, c'est bien de le préciser. Et notre activité principale, entre autres, est autour de la médiation culturelle, puisqu'on accueille toutes sortes de publics à la galerie, et pas que, aussi autour du street art qu'il y a dans Bayonne. Et la question, évidemment, de la médiation culturelle en euskara se pose, puisqu'on a des demandes de la part d'établissements scolaires pour faire des visites, mais pas que, des projets. Donc nous, on fait appel à des artistes en langue basque qu'on connaît, mais assez peu. Et on a aussi la chance d'avoir Yakinola à côté, qui est une école des langues, à qui on fait appel parfois pour faire traduire des textes et pour faire des visites pour nous. C'est-à-dire qu'on fait appel à eux et on les paye pour faire nos propres visites. Ce qui, en soi, est très bien parce qu'on fait appel à d'autres opérateurs et on travaille en collaboration avec des associations du territoire, mais on se questionne vraiment sur le fait que, eh bien, nous, on n'a pas cette compétence au sein de l'équipe. Donc vous parlez d'apprendre la langue. Alors on s'est posé la question de se former, sauf qu'on sait que c'est très long. Et il y a une urgence, entre guillemets, puisque la langue, vous le dites vous-même, disparaît et qu'il y a une forte demande. Du coup, quels sont en fait les outils de manière très pratico-pratique à disposition des structures comme la nôtre pour faire traduire nos supports, proposer de la médiation en langue basque sans être obligé de payer à chaque fois parce que ça a un vrai coût et puis parce que évidemment les institutions nous le demandent et nous on a une envie en fait de faire ça mais on n'a pas forcément les moyens. Il manque peut-être un représentant de l'institution ici, c'est l'OPLB, l'Office public de la langue basque, qui accompagne justement les opérateurs à développer une offre en euskara. Voilà, tout ce qui est traduction, etc. Bon, il y a des appels à projets pour aider ça, à ça. Il y a également des formations intensives, mais qui sont pour l'instant dans des formations professionnelles. Donc oui, il y a des formations intensives sur plusieurs mois qui existent. Voilà. Sinon, c'est vrai que quand on prend les cours du soir, ça peut être très long, ça peut être jusqu'à 5 ans. Voilà. Et voilà. Mais il y a des dispositifs qui commencent à être mis en place, mais qui sont aussi très demandés, parce que justement, il y a une forte demande. C'est tant mieux, mais c'est des moyens finalement, donner des moyens à l'OPLB pour développer ce type de formation, voilà, pour répondre à ces demandes-là, je pense. Les cours du soir, évidemment, s'ils sont pris en tant que tels, ça prend beaucoup de temps. Après, AEK propose aussi quand même de l'immersion. On peut pratiquer la langue de manière immersive et moi j'ai vu des résultats assez spectaculaires de gens qui tout à coup deviennent bascophones parce qu'ils ont passé du temps. Alors c'est du temps. Quand on est professionnel comme vous n'avez pas ce temps-là. Mais voilà, ce sont des manières pour acquérir la langue. Voilà. Parce que concrètement, oui, aujourd'hui, à ce jour, on l'a pas dit, on l'a dit un peu en filigrane, mais on manque de ressources en fait. C'est pas plus compliqué sur le territoire.
Sur la formation professionnelle, nous, on a une grosse réflexion à mener. Parce qu'effectivement, il existe des formations, on a les mêmes, nous, avec le CFPOC, etc. Mais il y a une grosse réflexion à mener avec des opérateurs pour aussi comment on fait quand on est face à des professionnels qui ont besoin d'une pratique de la langue ultra spécifique à un usage professionnel. C'est ce que je disais, c'était un peu provocateur, en disant que pour faire une visite en basque d'une galerie d'art, il n'y a pas besoin forcément, à défaut de mieux, il n'y a pas besoin d'avoir une licence 3 en basque, quoi, ou une formation complète. L'idéal, effectivement, ça serait de... Moi, j'ai été guide conférencier. Au bout d'un moment, pendant 1 an, j'ai fait la visite du château de Pau en italien. J'avais, entre autres, je l'avais fait en espagnol, ça allait, etc. En italien, il ne fallait pas trop qu'ils me posent de questions. Il y avait un besoin, et du coup, je me suis formé en italien. Après, j'avais un vécu en italien, mais s'il y a au moins commencer par ça pour être tout de suite opérationnel, en fait. Et là, nous, à l'Oplo, on est en train de travailler avec certains territoires, notamment un peu la région Occitanie, mais il y a le Pays de Béarn, le pôle métropolitain Pays de Béarn, se pose de la question, parce qu'il y a un vrai besoin, de répondre à ce besoin de formation professionnelle. D'ailleurs, là, ils sont en train de répondre à un projet européen sud-ouest, là. Alors, il ne faut pas leur porter la poisse, pour essayer de créer des modules de formation qui peuvent servir à ce genre de situation-là. Après, en se disant que ça doit être la première marche. L'idée, si on veut une véritable politique linguistique, il faut aller plus loin. Mais effectivement, il y a un creux. Il y a un creux. Et je sais pas. En tout cas, si vous voulez faire des médiations en Gascogne, parce que bon, je ne veux pas mettre le bazar avant la fin, mais où est Bayonne? Je répondrai pas à la question. En tout cas, peut-être qu'on sera en capacité d'ici peu d'avoir des cobayes pour avoir des formations flash en gascon. C'est ça toute la richesse de notre territoire et la complexité aussi. Fanny Lartigot, je suis chargée du développement de l'occitan gascon au sein de la communauté d'Aglo Pays Basque. Si je peux faire un peu de pub aussi pour l'occitan à Bayonne, on peut atteindre un niveau, comment dire, pas bilingue mais presque en 4-5 ans. Je fais un peu de pub. Oui, mais bon. Et avec la communauté d'Aglo, on propose des appels à projets pour aider au financement justement d'actions comme ça qui servent à la mise en œuvre, à la transmission de la langue et qui s'appelle Decapta au Monde. Voilà. Et voilà, on aide les associations et autres entreprises sur ce genre de projet. Voilà. Ça arrivera en décembre normalement. Qu'est-ce que vous en dites? On en reste là? Ça vous va? On est normalement, enfin il me semble, je ne sais pas pour Vincenz, mais il me semble que Maïka et Joigny vont être là aussi à midi, donc, et moi aussi. Donc si vous avez des questions supplémentaires, je ne veux pas vous... Mais on est ouvert à tout apport supplémentaire, à votre curiosité en tout cas, si on peut vous apporter d'autres... contenu, on sera ravis. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Milesker.